commencer. Les retardataires nous rejoindront. Comme d'hab, les US, et justement, notamment, du coup, je pense que tout le monde est au courant. La Fed décide de commencer à baisser les taux. Ça, on le savait, mais on ne savait pas de quelle manière il le faisait. Et directement, 50 points de base. Donc, on va avoir à l'heure actuelle à 5,33 et qui va chuter rapidement, du coup, à 4,75. Du coup, on aura clairement une baisse comme ça, du coup, et ce sera le début de chaque baisse de taux. Hein. Ils ne font pas. Ils baissent pas les taux n'importe comment. Souvent, ça lance un mouvement et le mouvement il sera envoyé pendant. Il ne s'arrête pas jusqu'à ce que justement l'inflation ou récession, c'est toujours la question qu'on verra après. Mais quand la Fed décide de baisser les taux, c'est pas pour les baisser de 25 points de base derrière et s'arrêter quoi. C'est clairement parce que voilà, ils ont compris que l'inflation. Maintenant, ce qu'on y a, c'est clairement ce que disait en conférence de presse. Bon, il l'a pas dit à 100% dans le sens où il dit pas qu'on a gagné contre l'inflation. Il dit quand même qu'on va continuer de monitorer l'inflation. Mais maintenant, le grand combat, c'est l'emploi. L'emploi, parce qu'effectivement, on a vu dans les dernières reports des derniers mois, c'est ce qu'on a aussi beaucoup parlé dans les dernières live rooms, l'emploi ne fait qu'augmenter. Sauf aux derniers 2. Mais sinon, on est sur une trend qui commence, une trend haussière. Donc effectivement, c'est là où la Fed va commencer à travailler durablement, à contrôler l'emploi, tout simplement. Parce qu'effectivement, là où nous, en Europe, la BCE a un seul mandat, donc le seul mandat de la BCE, c'est de contrôler l'inflation. Donc quand l'inflation est trop haute, c'est leur job de tout faire pour contrôler l'inflation. La Fed, elle, a deux mandats. Elle a le mandat de l'inflation et elle a le mandat de l'emploi. Donc elle doit être sûre que l'inflation soit contenue autour de 2% et que l'emploi, c'est plein emploi aux États-Unis. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas fait en Europe parce qu'en fait, quand vous réfléchissez bien, c'est extrêmement compliqué. Parce que quand vous luttez contre l'inflation, à droite, vous luttez contre l'inflation, du coup, vous êtes obligé de taper par conséquence sur l'emploi. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Powell a massacré l'inflation grâce à une montée des taux très forte. L'inflation s'est résorbée, mais derrière, il sait très bien qu'en appuyant énormément à droite, à gauche, c'est en train de se péter la tronche. Donc la gauche étant l'emploi. Et donc maintenant, ça va être la grande nouvelle mission. C'est pas l'inflation, ça va être l'emploi. Maintenant, l'inflation étant inflation rate, les derniers chiffres de l'inflation étaient assez bons. J'ai pas tous les chiffres, je sais pas où je crois que le corps était un tout petit peu plus haut que les attentes. Donc on n'est pas non plus à 100% sorti de l'auberge. Pas le corps, US core, inflation, hop. On n'a que le rate, on n'a pas le quarter. Bon, ça va plus tard. On sait que l'inflation est clairement en train de se stabiliser. Maintenant, effectivement, si on commence à baisser les taux trop rapidement, on risque d'avoir, ce que je n'ai parlé déjà dans d'autres live rooms, c'est une réaccélération. C'est le fameux soft landing en fait. C'est même pas le soft landing, c'est le no landing. Dans le sens où l'avion étant l'économie, on monte les taux pour le faire atterrir. Maintenant, on n'a pas trop envie de le faire atterrir trop vite parce que sinon il va se cracher et exploser et détruire l'économie, l'emploi. Donc on baisse les taux pour le refaire accélérer un peu pour qu'il puisse se poser. Maintenant, si on baisse trop rapidement, on risque, typiquement l'économie repart de plus belle, beaucoup de croissance, mais de nouveau l'inflation qui revient. Et derrière, la Fed est obligée de remonter les taux. Enfin, c'est le bordel. C'est absolument pas ce que veut la Fed. Pour autant, elle a décidé de faire 50 points de base. Donc, c'est pas forcément ce que le marché a attendu. Peut-être pas instantanément. Parce que si on regarde, par exemple, peut-être que ça va s'être actualisé. Si je veux bien s'afficher. Ils n'ont peut-être pas les nouvelles données. Mais typiquement, je l'avais tout. On avait justement ici, donc on savait, donc là c'est les probabilités des taux, donc le marché à la fin, juste avant le meeting, il avait estimé 61%. Mais il faut savoir que si on remontait à une semaine, on était à 14%. Donc on a vraiment une giga volatilité au niveau des probabilités de baisse de taux, parce qu'en soi le marché à la fin ne savait absolument plus, 50 points de base, 25 points de base, tout le monde était un peu perdu. Et donc la Fed a tranché en traduisant typiquement en 50 points de base. Ok, on est peut-être en retard pour l'emploi. Maintenant, s'ils se précipitent trop pour sauver l'emploi et l'économie, ils ont un gros risque que l'inflation reprenne. Donc c'est pour ça que, après le discours de Powell, les trois quarts du temps, les réponses, ça va être on va attendre les nouvelles datas.
Et on vous dira si au prochain, on peut pas vous dire à l'avance si au prochain meeting on fait 25 ou 50 points de base. Donc il est toujours data driven. Data driven, je pense que c'est le mot qui doit le plus dire au niveau de la réunion. Maintenant, on sait qu'on a eu 2-3 data qui étaient ici. Donc c'est les économies. La qualité est pas folle. Je sais pas si vous voyez bien là. C'est pas dingue, mais ça devrait aller. Et typiquement, voilà, la Fed projette des taux à 4,4 pour éviter le problème. La Fed projette un taux médian à 4,4. À l'heure actuelle, on est à 4,2. Donc, ils s'attendent encore à une augmentation légère de de l'emploi, donc 4,4. Et après, justement, c'est vraiment 4,4. L'année prochaine, pareil. 2026, 4,3. Donc 4,2. Donc pour eux, l'inflation je crois l'inflation, alors que maintenant on parle du job, le taux d'unemployment, le taux de sans-emploi ne dépassera pas 4,4 pour eux. Si maintenant, dans quelques mois, quelques semaines, je sais pas, chaque semaine on a un rapport, mais c'est tous les mois on a vraiment le chiffre nombre de sans-emploi, continue d'accélérer et dépasse les 4,4, là je peux vous dire que les marchés vont commencer à paniquer. Parce que généralement, voilà, si on commence à dépasser l'estimation de la Fed, c'est généralement qu'il y a un repricing de tout le marché, parce que le marché s'aligne avec les projections de la Fed. La vérité, c'est que la Fed ne sait pas exactement où non plus, parce que l'économie, c'est pas juste 2 plus 2 est égal 4. Donc c'est extrêmement compliqué à projeter. Mais on sait qu'eux, ils ont un niveau plafond d'emploi, de non-employment, à 4,4. Donc c'est quelque chose que le marché ne doit absolument pas dépasser. Et ça va être toute la question dans les prochains mois. Ça va être la data la plus regardée. Est-ce que le chiffre de l'emploi, vous allez voir, chaque jeudi, je crois que c'est jeudi après-midi le chiffre de l'emploi, c'est quoi le chiffre? Est-ce que ça a accéléré? Est-ce que ça a freiné? Et ça fera de gros mouvements sur les marchés. Déjà, je pense qu'on le voit dans les mouvements qu'on fait avec le FOMC. On a une sacrée volatilité, je crois, sur les cryptos aussi. Et sur aussi ce qu'on va parler après, il y a énormément de volatilité sur les spreads de taux. Tout est en train d'essayer de se repricer. En tout cas, la seule chose dont on est sûr, c'est que c'est le début d'une longue baisse de taux. Et ça, c'est pas forcément arrivé depuis longtemps. C'est pas arrivé depuis 2019, parce que 2019, c'était pas le Covid encore. C'est qu'on commençait à avoir un ralentissement économique, on commençait à avoir de l'inflation qui était à la limite négative. Donc on voulait stimuler l'économie, donc on a baissé les taux légèrement. Donc c'est pas parce que l'économie allait forcément mal. Par contre, effectivement, en mars 2020, on a complètement, je sais même plus combien de points de base on chutait à chaque meeting, mais c'était extrêmement drastique. On avait fait quand même en 1, 2, 3 mois, on était passé de 1,50 à 0 en fait. Mais du coup, ça remonte à une vraie baisse due à l'inflation. Ça remonte en 2016, ça remonte à 16 ans en 2007, même 17 ans. Et donc forcément, ça ne rappelle pas des bons souvenirs. Mais voilà, c'est le début du mouvement. Maintenant, à voir justement si on va se retourner dans un mouvement comme 2007 ou 2000, c'est pareil, où on arrivera à faire le fameux soft landing. Donc c'est la question. C'est aussi pour ça qu'on parle, je crois que Phil aussi en parle, je vois qu'il y a d'autres qui parlent, etc., de tout ce qui est stagflation. C'est une inflation qui reste forte, une inflation qui quand même continue à se maintenir où on est, avec une croissance qui est toujours assez forte. Mais justement, c'est typiquement le no landing. No landing, ça fait une stagflation. C'est le pire parce qu'on a toujours une inflation assez forte. L'emploi continue d'augmenter et d'être un peu bancal. Et en plus, forcément, vous vous faites taper dessus par l'inflation. Donc, c'est quelque chose que personne n'a envie d'avoir. Encore moins la Fed. Mais pour autant, elle a estimé que 50 points de base. Et typiquement, ça se comprend parce que quand on regarde typiquement le marché, le fait de comparer typiquement les taux courts, si je vous mets ça, tac, non, c'est pas comme ça que je voulais le mettre. Donc presque. Parfait. Maintenant, c'est pas forcément une tout. Et ça, on va virer le 3 mois. Ce qu'on a à l'heure actuelle, donc on l'a eu pas depuis très longtemps, c'est une politique vraiment ultra restrictive, dans le sens où maintenant, ça fait depuis pas mal de temps, où on a des taux de la Fed nettement supérieurs. Donc les taux de la Fed sont extrêmement courts, et sont nettement supérieurs aux taux 2 ans. Et ça revient en fait si vous vous rappelez, typiquement avec les taux, c'est si les taux ultra courts, du coup là on va dire qu'on a le 2 ans, là on a le 20 ans, là où dans une économie normale c'est censé faire ça, je pense que je vous l'ai expliqué dans les lives, pour ceux qui n'ont pas exactement, je ne vais pas refaire tout le cours, on va éviter de le faire chaque semaine, peut-être chaque mois à la limite, mais là où une économie normale où tu empruntes à 2 ans,
Ici, c'est les taux d'intérêt. Tu empruntes à 2 ans à 2%. Sur 10 ans, tu empruntes à 3%. Ça, c'est dans une économie normale. Maintenant, si on le voit sur la différence sur le graphique, le taux 2 ans, il est ici. Peut-être un peu plus haut, il est ici. Et le taux du coup de la Fed, les taux de la Fed sont ultra courts. Donc c'est les taux interbancaires. Donc c'est ultra short duration. Donc c'est ici, du coup, on a une courbe des taux inversée. Donc c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on expliquait, ce que j'explique pas mal sur Twitter et ce que j'expliquais pas mal sur les vidéos. C'est effectivement, on est dans une économie où on a une politique de la Fed qui est restrictive parce qu'elle veut combattre l'inflation. Donc ça fait longtemps qu'elle était sacrément restrictive. Du coup là, plus le spread est grand, plus elle est restrictive. Typiquement, si vous voulez voir, on peut faire, si je fais Fed Funds, hop, tac, hop. Du coup, là, c'est la différence entre. N'hésitez pas à se faire des questions ou autres. Est-ce que j'explique les choses? Alors, en fait, typiquement, pour tracer, tac, on est dans une politique ultra restrictive. Pourquoi? Parce que, typiquement, là, on a la soustraction, le taux de la Fed, donc les taux ultra courts, moins les taux plus longs. Donc, les taux plus longs, c'est du 2 ans. Et c'est extrêmement positif. On est à 1,73. C'est-à-dire que les taux de la Fed donnent 1,7% de taux d'intérêt de plus que le 2 ans. Donc ça revient au fait que les taux sont inversés. Et du coup, en fait, c'est une politique restrictive. Donc on est là en fait, c'est des taux réels qui font, le but étant de ralentir l'économie. Et donc, justement, Powell a décidé ok, on a assez, on va dire, ralenti l'économie, on a assez tourné tourner la corde autour de l'économie pour la ralentir, on va chill à ce niveau-là. Et du coup, vous allez le voir dans les prochains, quand la Fed va passer, quand ça va être daté. Je crois qu'entre le moment où c'est daté et le moment où c'est enforcé dans le marché, ça met un peu de temps. Mais on va voir du coup ce spread-là chuter drastiquement. Donc là, on était à 1,72. Donc là, on va baisser de 0,5% les taux d'intérêt. On va se retrouver avec un spread ici. Et donc justement, on restera dans une politique de restriction économique, ce qui est logique. Sachant qu'en plus, si l'économie se dégrade encore plus, le 2 ans peut aller encore plus bas. Bon, ça, on ne va pas éviter de rajouter une couche de complexité. Mais on voit clairement que dans ce carré-là, on est dans une politique restrictive. Dans ce carré-là, on est dans une politique complètement stimulante. C'est que là où vous avez les taux d'intérêt, là c'est quand c'est en moins 1,5%, donc c'est des pourcents, hein. Là, c'est effectivement, pour reprendre le pinceau, vous prenez la courbe. Donc là où quand on est en haut, on a une courbe qui est comme ça. Là, effectivement, quand elle est en bas, les taux ultra courts sont ici, les taux plus longs sont un peu plus hauts, et ça fait une courbe comme ça. Donc ça, c'est une économie d'une économie qui a été complètement saine. Pourquoi elle a été, on va dire qu'elle a été assainie par souvent une récession, des difficultés économiques. Donc on finit par baisser les taux violemment. Et justement, ça crée ce genre de courbe qui est censée être la courbe référentielle dans une économie saine. Et donc justement, c'est un peu ce que j'explique à chaque fois, c'est qu'en fait, ce graphique-là, il ressemble à deux gouttes d'eau, à celui-là, hein. Donc à celui-là que je montre sur Twitter, etc. C'est le même, c'est la même variance. Donc au lieu d'avoir le taux de la Fed moins le taux 2 ans, c'est le taux 10 ans, enfin c'est le 10 ans moins le 2 ans. Mais en soi, ça fait exactement le même principe que celui-là. Sauf que la relation est inversée. Donc lui on a envie d'être ici pour long. En fait, typiquement, c'est là, ici, entre guillemets, qu'il faut acheter. Et l'autre, c'est ici qu'il faut être pour acheter. Donc juste parce que là, c'est les taux longs moins taux courts. Et ici, tout ce qu'on avait avant, c'est les taux courts moins les taux longs. Enfin, un peu plus long, quoi, c'est le 2 ans. Est-ce que je n'ai pas perdu tout le monde? Ça va encore jusque-là. Tout est bon, nickel. Donc voilà. Donc pour moi, il n'y a pas énormément de choses à faire sur les marchés. Je pense que ma posture a toujours, je l'ai expliqué, je l'ai montré le pourquoi du comment. C'est que je reste justement dans une politique défensive au niveau de mon portefeuille. Ça ne veut pas dire que je suis full cash, ça veut dire que j'ai augmenté en proportion ma partie cash par rapport à ma partie action et crypto. Juste parce que je sais qu'on a un risque. On a un risque de, effectivement, c'est même pas un risque de, enfin, c'est le risque de, ok, on vise un soft landing, mais en fait, on se rate totalement et on fait un hard landing, donc une récession. Et donc, c'est typiquement dans ces moments-là qu'il faut avoir du cash. Maintenant, c'est pas un coin flip, c'est pas 100%, je reste en cash, 100%, je suis investi et je prie qu'une des alternatives arrive. C'est ce que j'essaie d'expliquer à chaque fois, c'est un curseur. Quand vous gérez un portefeuille, ici c'est le risque.
Ici, c'est le safe. En fonction de ce qui se passe, etc., il faut que vos curseurs bougent. Ok, là il y a plus de raisons d'être risqué, est-ce qu'il y a plus de raisons d'être safe, etc. Donc c'est quelque chose qu'on bouge de droite à gauche. C'est pas je suis tout le temps ici ou soit je suis tout le temps là. Donc à l'heure actuelle, j'ai une posture assez safe, mais je reste quand même 70% investisseur de marché, hein. Mais pour moi, justement, avoir 30% d'économie sous côté, c'est considéré comme une posture safe. Parce que effectivement, comme n'importe qui, je n'ai pas forcément envie d'avoir du cash, j'ai envie d'être investi parce que on sait qu'à terme, l'économie, dans tous les cas, elle va monter, etc. Elle peut d'ailleurs continuer à monter dans les prochains jours, prochains mois, hein. Comme tu dis, on peut très bien avoir un scénario stagflation. Du coup, on n'a pas de hard landing, on n'a pas de soft landing, on a du no landing. Et dans ces cas-là, effectivement, les marchés financiers risquent de bien performer. Donc c'est tout à fait une possibilité. Rien n'est écrit dans le marbre, surtout depuis, comme je t'explique, depuis le Covid. On a rebattu énormément les cartes avec tout ce qui est quantitative easing, etc. L'impression monétaire était complètement drastique. Donc les règles économiques de base ont quand même été énormément bouleversées. Surtout que le marché sait très bien qu'un moindre problème, la Fed interviendra. Donc il y a aussi tout ce jeu-là qui peut jouer sur les marchés. Donc là, on voit qu'on a du rouge alors qu'on était en vert, etc. Donc c'est clair qu'il y a énormément de volatilité. En plus, à chaque commentaire de Powell, un peu décalé pendant les questions, le marché panique. C'en est même un peu ridicule, hein. Powell qui fait la pluie et le beau temps comme une rockstar. On est loin de l'époque où c'était absolument pas comme ça dans les années 80 pour avoir vu un peu les meetings. Et maintenant, bon, forcément, à l'ère de la technologie, des algorithmes, etc., le moindre commentaire peut être vu comme un aveu de faiblesse de l'économie, un aveu de faiblesse, parce qu'eux, ils ont des datas potentiellement plus intéressantes que le public n'a pas forcément accès. Donc, effectivement, le moindre commentaire, on pourrait en fait trahir en fait ces datas-là, et directement le marché va seul. Donc, c'est un peu justement, il va y avoir beaucoup de bruit. Il faudra voir demain un peu la poussière retombe. Mais sinon, en soi, voilà, la position n'a pas changé depuis la semaine dernière et depuis le mois dernier. Posture défensive surtout sur les actifs risqués. Quitte à aussi le curseur de risque, on bouge. C'est typiquement on vend les actifs risqués pour se mettre dans le safe. C'est pas on vend les actifs safe pour être encore plus dans le safe. Donc moi, ce que je considère assez safe, typiquement, c'est le S&P. Le S&P, c'est pour moi une valeur safe. Ok, il peut prendre 20-30%. Je veux dire, ça arrive. C'est comme ça, on achètera les soldes. Risqué, je suis plus d'informatif que là où le BTC, si on a un problème économique, on en reparlera après du BTC, hein, qui a une très belle tronche quand même en monthly, hein. Mais c'est là où un actif risqué comme le BTC, comme Ethereum, s'il y a le moindre problème, c'est des actifs qui ne vont pas perdre juste 30%. C'est des actifs qui vont perdre 50-60% de leur valorisation, sans problème, s'il y a une récession. Donc il faut remettre entre guillemets cette corrélation, hein. Si le S&P fait moins 30, parce qu'on ralentissement économique fait une petite récession, hein. Et je ne vous parle pas de 2008, hein. En 2008, on a fait moins 50, les gens à la rue, etc., hein. Je vous parle d'une récession assez classique. On fait moins 20, moins 25, moins 30. Ici, typiquement, on a fait moins 25 sur le S&P, on a réussi à faire ça quand même. On a réussi à faire un moins 75%. Bon, ok, on a fait une bulle avant, il y a eu FTX, etc. Alors, je veux dire, on l'avait mérité, presque. Et effectivement, maintenant, je ne mets pas absolument pas de la table, effectivement, un moins 50%. Maintenant, est-ce que c'est ce que je joue en vendant tous mes BTC? Non. C'est juste, effectivement, j'ai TP une partie de ces et je suis prêt à racheter si on m'offre des prix attractifs. Si on m'offre pas de prix attractifs, bah, soit on continue à remonter et je referai l'analyse du BTC juste un peu après, on continue un peu sur les US. Donc effectivement là pour l'instant sur les US, on est sur les all-time high, hein. Donc on a percé le fameux all-time high, on est revenu à se clôturer en dessous. Il va y avoir clairement beaucoup de bruit parce que forcément c'est une étape ultra psychologique en plus, hein. On a le rendez-vous le plus important de la Fed au niveau de la TH des marchés financiers. J'ai envie de dire, on est vraiment ici dans un scénario hollywoodien, quoi. Comme on avait fait à l'époque, hein. On avait fait un all-time high à l'époque et on avait sell-off derrière, on avait juste poké notre tête au-dessus et on a sell-off derrière. C'est comme ça. Donc on est là pour faire c'est du théâtre aussi les marchés financiers. On est là pour jouer sur les positions, les émotions des gens. Donc ça va être extrêmement tricky. Donc voilà, donc on voit en plus d'ailleurs, vu que la Fed baisse beaucoup plus vite les taux, le spread de taux 10 ans, 2 ans commençait à accélérer à la hausse. Et comme je le dis, c'est rarement un bon signe au niveau de rendement sur les marchés financiers les 12 mois qui suivent cette période-là. Est-ce que c'est pas juste une période de baisse de taux? C'est une période de baisse de taux avec une politique restrictive qui s'est maintenue pendant maintenant. Du coup, si on en suit ça, depuis que les taux réels sont positifs, depuis
près de 2 ans. Donc maintenant, on va déterrer un peu tout le bordel, à voir qu'est-ce qui a survécu et au moment où on va atterrir. Donc c'est le moment où on atterrit en fait qu'on va découvrir qu'on n'a absolument plus de pneus et qu'on va rayer absolument tout l'engin. Donc c'est quelque chose qui peut totalement arriver. Voilà, mais comme d'hab, c'est parce que je vois déjà après dans les DM, etc. Du coup, il faut mieux que je vende toutes ces positions-là, etc. C'est à vous de juger le curseur. Moi, mon curseur a été aligné dans une position défensive. Position défensive ne veut pas dire 100% cash. Ce serait complètement con. Si vous partez du principe que vous voulez aller 100% cash, là vous êtes totalement dans le timing du marché. Donc il y en a que ça peut arriver, ça peut réussir énormément. Là vous vendez tout, vous aviez raison, le marché fait moins 30, les cryptos font moins 50, vous rachetez tout, vous êtes extrêmement bien. Euh, Par contre, si derrière le BTC là il est à 60K, dans 6 mois on est à 100K, vous allez vous bouffer les doigts, acheter à 100K et en fait c'était le top. Donc je pense qu'on s'est tous vu faire ça quand on fait de l'intraday, pas en monthly parce qu'effectivement ça prend beaucoup plus de temps. Hein. Mais ce genre, cette psychologie des marchés, vous l'avez tous vécu en 15 minutes. Ah fuck, j'ai raté mon entrée, vas-y je rentre là et boum, c'était le top. Donc c'est exactement la même chose en mensuel. Donc c'est des choses à pas reproduire. Et pour ça, faut pas avoir une vision tout blanc ou tout noir. Je bois un coup. Au cas où, dites-moi si vous avez d'autres sujets que vous voulez élaborer potentiellement. Non, pas trop, ok, on va continuer. Donc effectivement, S&P all-time high, QQQ all-time, non pas all-time high parce qu'effectivement eux ils ont une faiblesse au niveau de la tech américaine, notamment Nvidia, etc. qui pose de... Je vais pas le mentir, ce genre de chart, ça me rappelle un peu Tesla, le moment de Tesla où ça avait fait un peu ça. Donc après la gigabulle, c'est pas une bulle à proprement parler. Tesla c'était beaucoup plus une bulle, mais où on avait un truc comme ça, où on tapait dedans et en fait on n'arrivait absolument pas à reprendre au-dessus. Et forcément ça dégringolait et ça donnait après des achats très intéressants. La question avec Nvidia. Maintenant Nvidia est quand même extrêmement solide en termes de revenus à chaque fois sur ses earnings. Donc je pense pas que ça finisse comme Nvidia, comme Tesla, faire de moins 60%, à moins qu'effectivement l'économie rentre en récession. Mais si l'économie reste solide, je ne vois pas effectivement Nvidia. Attends, si on tape sur du moins 50, sur les 50, moins 60, on revient à 50, etc. Autant vous dire que si on revient là, je serai le premier à payer. Hein. Mais bon, j'en doute très fortement. Et donc forcément, il y a des grosses pondérations qui prennent un peu cher en ce moment. C'est normal. Quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Si, qu'est-ce qui marche très bien en ce moment? L'or forcément. Bon, l'or a très bien fonctionné jusqu'à ce que j'en parle à l'heure actuelle. On a eu droit, je pense, à une giga méchasse, effectivement. Mais sinon, l'or a extrêmement... Pourquoi j'ai pas de... J'ai aussi peu de... L'or a extrêmement bien marché en ce moment. On va voir si on n'aura pas enfin un petit pullback en daily, en weekly. Parce qu'effectivement, ça a été complète. Ça a été une vraie réussite de ce côté-là. Et souvent, justement, en période de récession, l'or est souvent un des meilleurs actifs en portefeuille. Donc, justement, ça inquiète aussi énormément les marchés de voir l'or aussi bien performer. Est-ce que c'est un présage, justement, de récession à venir? Grande question, et c'est extrêmement compliqué d'y répondre, hein, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Et c'est pourquoi, si j'étais sûr d'une chose, j'aurais des positions en conséquence. Là, je ne suis sûr de rien. Juste, j'ajuste mon curseur, et puis c'est tout. Ah, j'avais posé la question dans le chat du live. Ah oui, excuse-moi, ouais. Faut que je fasse gaffe. Ici, effectivement, c'est mieux de parler directement dans le live chat. Ça me permet d'avoir... C'est plus simple pour moi, c'est tout. Que penses-tu des tweetos qui disent que s'il baisse de 50%, c'est récession car elle se trouve en retard sur la baisse des taux et le ralentissement était bien plus fort que dans la panique? Alors, oui, c'est en fait l'argumentaire peut faire du sens parce qu'effectivement, on a énormément blâmé la Fed de ne pas avoir baissé les taux au dernier meeting et pourtant maintenant ils le font alors que les données sont légèrement meilleures, en tout cas sur l'emploi. On a des meilleures données. L'inflation a tic un tout petit peu au-dessus des attentes. L'emploi attique un peu plus bas, on s'attendait à une accélération, mais on attique à 4,2. On avait des meilleures data au moment où la Fed n'a pas décidé. Quand la Fed a pas décidé de baisser, on avait des mauvaises data. Maintenant qu'on a des data plutôt bonnes, la Fed décide de faire 50 points de base. Donc effectivement, c'était une des questions d'ailleurs des intervenants, c'est qu'on disait c'est quoi cette merde, pourquoi on fait 50 alors qu'au dernier rendez-vous, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et c'est clairement, la Fed a extrêmement peur, on le voit hein, du côté de l'emploi. Comme je dis, c'est pas forcément un aveu de faiblesse. La posture de la Fed de maintenir une économie un peu à l'étroit, justement, avec ce qu'on expliquait, hein, avec
le Fed Fund totalement voulu. Maintenant, effectivement, c'est la question, est-ce qu'ils l'ont pas fait, l'ont pas maintenu trop haut, trop longtemps? Maintenant, est-ce qu'on va pas faire ça, ils baissent pas un peu trop tard? Donc c'est totalement recevable comme argumentaire. La réalité, c'est qu'on le saura dans quelques mois. On ne peut pas savoir à l'heure actuelle est-ce qu'il a fait une erreur ou pas. Mais effectivement, il y a des craintes. Il y a des craintes de récession parce qu'effectivement, l'emploi accélère et quand le nombre de sans-emploi accélère, ça s'arrête rarement, quoi. C'est pas Tchernobyl, ça s'arrête à nos frontières. On a beau dire qu'on doit s'arrêter à 4,4, il n'y a pas dans l'histoire, on va dire, de ce genre d'attente, l'histoire montre qu'on a rarement raison dans les projections. Donc voilà, ça peut être un aveu de faiblesse totalement. Mais voilà. En fait, la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Si quelqu'un vous dit qu'on va à 100% faire une récession, c'est bullshit parce que je serais le premier à le dire si effectivement c'était le cas. Pas parce que je suis père ma bière, c'est juste effectivement une récession, ça peut être intéressant à la jouer. Donc c'est quelque chose que je serais très vocal dessus. La réalité, c'est que oui, il y a des gros risques de récession. Donc c'est pour ça que j'ai augmenté ma part de cash. C'est pour ça que le Fed, je pense, a aussi augmenté sa part de cash. Parce qu'à l'heure actuelle, on a des alternatives, marché financier, à savoir qu'on peut avoir du 3%, enfin du 5% sur 3 mois en achetant des T-bills, donc en prenant des taux, des obligations américaines de short duration. Là on a du 4,8, mais le fait, on en a pris énormément autour de 5,5, il ne va pas se gêner. Et historiquement, c'est vrai que les marchés financiers sont extrêmement hauts en termes de valuation. Je sais plus si il y avait à Warren, je sais pas, c'est des trucs à jour. C'est vrai qu'on lui connaît 2 ou 3 indicateurs qui montrent que pour lui, je crois qu'il y en avait plusieurs, mais on a un là. Mais pour lui, effectivement, on est dans une évaluation, on est extrêmement haut dans son indicateur, sachant que pour lui, c'était Wilshire 5000. Market cap tout GDP, donc pour lui, vu que le market cap du marché financier, c'est 2 fois le PIB américain, pour lui, c'est un indicateur qu'on commence à être un peu trop chaud. Et on peut le voir à chaque indicateur, on est extrêmement haut par rapport historiquement. Donc c'est quelque chose, stock market, on est même donc pour lui, effectivement, on a extrêmement évalué en termes de valuation. Il peut avoir 5,5 sur du cash, il y a des risques de récession, il prend le cash et puis c'est tout, quoi. Mais pareil, ils vont pas. Il a bien dump Apple quand même, mais sa part de cash, je crois qu'elle est autour de 20-25%. Il ne va pas s'amuser à tout vendre. La partie cash, tu le gardes dans quelle devise? En euros, parce que je suis un peu bloqué. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je peux la switch sur le truc? En euros. Est-ce que c'est bien de la part en euros? Pas forcément, parce qu'effectivement, je pense qu'à l'heure actuelle, quand on regarde l'euro-dollar, il doit monter lui. Effectivement, il monte. Pourquoi? Parce que la Fed est très en retard, donc la Fed va baisser les taux très fortement. Les US baissent les taux très fortement. Nous, on va baisser assez lentement les taux, parce que nous, on n'a pas de politique de l'emploi. Nous, c'est une politique d'inflation. L'inflation étant assez contenue, mais pas folle. Nous, on va y aller, on va dire on va baisser, mais un peu plus bas, enfin un peu moins rapidement. Ce qui fait que, avec les US qui vont avoir des taux qui chutent énormément, nous, on reste assez statique. On a quand même des chances d'avoir un euro-dollar qui s'apprécie. Je ne pense pas qu'il va s'apprécier des masses. Potentiellement, on va taper les 1,14 ou peut-être taper les 1,18. J'ai vu des analyses qui disaient les 1,25. Ça semble haut. Ça aurait fait on aurait fait une grosse volate ces derniers mois. Et tout ça, comme je vous dis, c'est toute une question de taux. Je pense qu'à l'heure actuelle, soit vous voulez pas vous faire chier, vous faites 50 cash, 50 dollars, 50% dollars, 50% euros. Soit effectivement, l'euro, ça me semble pas dégueu à l'heure actuelle. Y a-t-il des coups à jouer avec les briques? Du coup, s'il y a une guerre aussi, US. Non, mais ça, c'est toujours les risques géopolitiques. Ça, c'est encore moins prévisible. Tout ce qui est marché de l'emploi, etc. Donc, c'est extrêmement. On n'essaye même pas de jouer sur ces plans-là. Il y a un peu un place à jouer dans le sens où la Chine est extrêmement dévaluée. Donc, c'est quelque chose où on pourrait, en termes de valuation, en termes de multiples de valorisation, elle est extrêmement basse, la Chine. Donc, on pourrait avoir un regain d'intention du niveau de la Chine. Le problème étant, c'est que si Powell arrive au pouvoir, si Powell arrive au pouvoir, non, Powell est un peu au pouvoir, mais pouvoir de la Fed, mais si Trump arrive au pouvoir, on pourrait voir une vague d'augmentation tarifaire qu'il a dit qu'il ferait. Donc effectivement, ça risque encore plus d'envenimer la situation entre les deux pays, en termes économiquement parlant, donc ce ne serait pas forcément bon pour les marchés financiers de la Chine. Maintenant, ils sont extrêmement bas, les marchés financiers de la Chine. Donc c'est toujours ça. Le problème, après, quand c'est en solde, ça peut toujours l'être encore plus. Je pense à des actifs comme Avax, Atom, etc., où vous êtes les premiers au courant.
que effectivement quand quelque chose est en solde et pas cher, il peut toujours être encore plus cher. Donc ça aussi c'est le truc à jouer, à faire gaffe. Il y a un autre message dans le live room. Évitez, écrivez plus dans le live chat s'il vous plaît. Mais Maredoom me demande est-ce qu'il y a un replay ce soir. Il y aura un replay. Tous les live rooms sont en replay. Il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Je mettrai la chaîne de nouveau, etc. Je leur posterai sur Twitter. Et entre guillemets, je suis très satisfait. Depuis, je pense que vous avez dû remarquer. Donc, petit aparté, mais vous avez remarqué, je me mets à tweeter pas mal sur Twitter. Donc, je me suis chauffé, je t'ai remonté mon compte, etc. Je pense que j'ai pas mal de choses à apporter, pas mal de choses à dire. J'espère justement que ça plaira aux gens. Donc, je remercie déjà pas mal ceux qui like, c'est toujours sympa. Et on va essayer de monter ça de façon plutôt cool, en vous faisant découvrir des choses, en publiant des bonnes newsletters qui vous apprennent des choses. Je ne sais pas si vous avez lu la dernière newsletter. Le but étant, c'est d'apporter du contenu. Le but étant, c'est pas de faire payer ou autre après derrière. Ce n'est absolument pas la volonté. Mais c'est toujours sympa. Moi, vous apportez du contenu et que vous, derrière, vous me dites c'est génial. Donc, relayez sur Twitter, etc. Ça fait toujours plaisir. Donc, je continuerai. Donc, je compte sur vous pour continuer aussi. Donc, voilà. Je pense du côté US, on est bon. On peut passer du côté crypto. Donc, ça ne sert à rien de s'éterniser. Parce que par rapport au Daniel Live, je pense qu'il n'y a pas eu grand chose qui a bougé. Il n'y a même rien qui a bougé. Le problème des cryptos, on va rentrer dans le vif du sujet, ça a été comme vous le voyez avec les flèches, on fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc ça c'est toujours le cas. On continue. On en a marre parce que c'est une tendance baissière. On est en train de presser une tendance baissière. On fait une tendance baissière en daily. En weekly, c'est clairement une tendance haussière. Enfin, une tendance à la limite plus de range. En monthly, on a quand même des beaux trucs pour justement relancer la tendance, quoi. Maintenant, ça tire la tronche en daily, donc c'est pas ouf. Donc je parle même pas des autres cryptos, donc forcément parce que là ça va être encore pire. Et la tronche du BTC est pas dingue, Donc on a envie justement que le BTC aille challenger ces niveaux-là, 64, 68, 71, et justement le all-time high du coup au niveau des 73. Je pense qu'il y a énormément de liquidités à venir chercher. Pour l'instant, on fait que l'inverse. On va chercher toute la liquidité en dessous. Donc on le fait en boucle. À savoir maintenant si on en a encore assez pour repartir ou on va encore en rechercher encore. Ça peut être, c'est un jeu dangereux parce qu'il y a un moment où d'un coup il n'y aura plus assez de liquidité acheteuse et en général c'est pas forcément ce que je souhaite. Donc voilà, on a envie que justement le BTC se mette à réinverser un peu cette tendance là. Le premier. Pour autant, on tire la tronche, sachant que le S&P est en train de faire des all-time high, une très belle tronche. Nous les cryptos, typiquement si je vous mets le BTC à côté, le S&P continue de pousser. Nous on a baissé, on est assez flat, donc c'est dommage. Si demain maintenant on a fait le top et on va refaire un pullback sur le S&P, un petit pullback à 10%, j'imagine pas les dégâts qu'on peut faire justement au niveau des cryptos. Sachant que vous savez, tout le monde est en long, etc. C'est un peu chiant, quoi. Comme dans ici qu'on est parti trop tôt. Potentiellement, l'ETF a fait qu'on n'a pas réussi à accumuler assez. Donc si je retourne, on n'a pas assez accumulé dans les zones où potentiellement il aurait fallu accumuler. L'ETF a tellement été un gros succès qu'on a directement envoyé la balle en haut. Et en fait, on s'est retrouvé à dire en fait on avait plein de vendeurs et avec des prix encore plus meilleurs qu'est-ce qui s'attendait. Donc les gens sont mis à vendre. En plus, il y a tout ce qui est halving, etc. Donc les gens en profitent. On a une pression baissière assez forte et on a une pression qui maintient. On est maintenu quand même par les acheteurs parce qu'effectivement, sinon le marché aurait pullback bien plus. Maintenant, je pense qu'il y a une limite ce que les acheteurs peuvent absorber. Donc il va falloir dérouler un moment. Donc ça c'est le risque justement d'avoir un mauvais timing en fait. C'est pas forcément l'actif est mauvais, c'est qu'on a eu un timing trop fort à ce moment-là et qu'on du coup on est obligé de reneutraliser, réaccumuler pour repartir. C'est tout à fait quelque chose de viable. Et effectivement, si moi dans mon scénario le BTC est plus bas de 20-25%, le BTC peut très bien acheter les 35%. Ce ne sera pas la fin du monde, on va détruire énormément de gens, beaucoup de monde seront bières. D'ailleurs, on peut remonter. Mon portefeuille aura le vôtre, parce que je prendrai une perte latente, enfin pas une perte latente, mais j'aurai un gain plus bas, parce qu'effectivement, on avait acheté plus bas nous à l'époque. On aura une perte, une croissance du portefeuille mauvaise, en tout cas pour ce début 2024. Et d'ailleurs, on sait que le rendement sera là. Il
faudra juste, entre guillemets, serrer le point le temps qu'on a justement une période assez faible, quoi. Alors, Diz me montre la vidéo, ouais, effectivement, avec Vitalik. Oui, j'ai vu la vidéo de Vitalik où tu le vois. J'ai honte de mettre ça même. Tellement que on a Vitalik qui chante sur scène, tout le clan ETH qui est oh mon Dieu, c'est fini, etc. Et on a l'habitude avec Vitalik. Vitalik a toujours été un peu un enfant particulier, clairement un génie. Comme tout génie, il est parfois incompris. Il fait sa vie, j'ai envie de dire, voilà, il fait sa vie. Je veux dire, le mec est multimillionnaire, milliardaire. Il s'en fout à la limite. Donc c'est pas étonnant et c'est pas ça qui devrait pricer l'actif, hein. Certes, l'actif est quand même basé sur son fondateur comme une entreprise, parce que ETH est battu par Vitalik, il y a des défaut de BTC, hein, où il n'y a plus de fondateur. Donc il peut y avoir des mouvements un peu négatifs sur ces trucs-là, comme Elon Musk quand il tweet de la merde sur Tesla. Mais je veux dire, c'est un grain de sable, quoi. En réalité, c'est qu'on s'en fout, quoi. On a toujours su que Vitalik est comme ça, on ne le découvre pas maintenant, hein. Ça m'a fait aussi marrer les gens qui paniquaient, quoi. On a tous notre grain de folie, que ça arrive à tout le monde. Voilà, exactement. On a des petits grains, il y en a d'autres, c'est des gros grains de folie, mais tant mieux, hein, je veux dire, on n'a qu'une vie, hein. Et donc voilà, donc BTC assez faiblard. Maintenant, voilà, quand on dézoome, on dézoome. Bien trouver du positif. Quand on dézoome, je retire un peu tous ces gribouillis. On reste dans une zone un peu limite, un peu saine, où effectivement, on est toujours maintenu dans cette zone. On a break en monthly. On fait énormément de bougies dessous. On va chercher énormément de liquidité en bas. Pour l'instant, on maintient des bougies au-dessus. Donc tant mieux, tant mieux. Bon, après, on n'est que le 18, donc à voir après la bougie à la fin. Mais c'est clair que plus on se rapproche de la date, plus les bières et les boules vont se battre, quoi. Parce que c'est clairement un gros signe. Si on commence à clôturer sous les niveaux à l'époque des 58K, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais sorti des marchés financiers en novembre 2021. À cause effectivement qu'on avait fait des all-time high en weekly et derrière on avait fini par faire des grosses clôtures monthly bien dégueulasses en dessous. Si on a break à l'ETH et on ravalait, c'était clairement ce qui m'a fait sortir des marchés. Et ça m'a réussi, hein, parce que forcément derrière on a complètement viandé. J'ai un peu cette même préemption. On n'apprend pas à refaire la même chose. On a fait la même chose qu'on fait là, on n'est pas en train de le faire entre là et là, quoi. Donc c'est une possibilité. C'est pour ça que pour moi, j'ai mon curseur, que j'ai réduit du risque, et puis c'est tout, quoi. On verra où le marché va, quoi. Il a un poil border statistique italique. Oui, sûrement. Mais après, c'est sûr qu'il doit, sur le spectre de l'autisme, il doit être potentiellement plus à droite qu'à gauche que la moyenne des gens. C'est ce qui fait aussi son intellect, on va dire. Je ne sais pas si vous avez des questions sur BTC en particulier, sur d'autres altcoins, etc. Je vais passer ETH en revue. On va passer un peu les Total 3, Total 2, Total 1, parce que je suis de toute façon d'habitude. Mais peut-être que vous avez un actif en particulier. Ah oui, bon point. ETH BTC. La réalité, c'est que ETH BTC, effectivement, c'est pas beau. Mais c'est pas beau pourquoi? Parce que c'est la dominance. C'est le jeu de la dominance. La dominance pousse. Et quand la dominance pousse, ça fait très mal au marché. Et qu'est-ce qui représente en second plan en dessous de BTC? C'est ETH, quoi. Donc, effectivement, on s'enfonce dans ETH BTC. Pourquoi? Parce que BTC, la DS, c'est quelque chose qu'on a redit encore. Depuis maintenant, quand c'était vers les 42, etc. On savait que la dominance allait remonter. La question, c'est à quel point. Pour moi, une de mes grandes zones à la fin que je visais, c'était les 59. Voir maintenant si on s'arrête. Personnellement, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que pour moi, pour qu'on ait un top de la dominance, il faut que la BTC soit dans un style de marché particulier. La dominance, c'est quoi? C'est quand la dominance chute, c'est là où le marché a un signal qu'il y a énormément de liquidité du BTC qui part dans les AT parce qu'ils veulent avoir du risque. Les gens vont du risque, les ventures capital, les fonds d'investissement, enfin, ou les retail, Wade, etc., décident de vendre leur BTC pour aller sur les altcoins. C'est un véritable signal, on va dire, à bull run spéculatif. Mais pour avoir un bull run spéculatif, il faut être assuré que le BTC soit en train de faire des all-time high. Les bull runs de dominance, c'était pas quand la dominance était à ce niveau-là, hein. C'était quand la dominance a chuté, quand on commençait à perforer les 36-37K à vendre 80K. Là, à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez qu'on est dans une configuration où, grosse main, même le marché en sens général, on est en mode ouais, full spéculation, c'est parti, let's go? Clairement pas. Clairement pas, on est dans une pure période d'incertitude. Et dans une période d'incertitude, c'est la dominance qui va toujours driver à la hausse, c'est le BTC qui va capter la liquidité
et ça va forcément faire très mal aux alts. Et plus les alts auront mal, plus cette liquidité va sécher et aller vers le BTC, plus la dominance va monter. Donc pour moi, la dominance ne chutera pas tant qu'on ne performe pas autour des 90-100K. Pour moi, c'est vraiment à ce moment-là qu'on aura pour moi une grosse volade baissière sous la dominance. Clairement, pas le cas à l'heure actuelle. Donc c'est pas étonnant que ETH-BTC, ça ne marche pas à l'heure actuelle. Et c'est le cas avec beaucoup d'autres. Hein. Maintenant, ce qu'il faudra surveiller, ce sera gros POC de volume à 0,33, sachant que ça correspond aussi au niveau BTC dominance ici, hein, comme le TH-BTC on s'y approche. Je veux dire, en soi, le TH-BTC est un peu le reflet de la dominance. Hein. Donc à voir. Je pense que la dominance ira vers les 75 voire 70 max pour moi. Honnêtement, coup de 65-70, c'est pour moi si on est dans un contexte récession. Typiquement, si là, en fait, c'est plus du tout le bull market, on a une récession, etc., on fait le pullback à 40, etc., pour moi, on va absolument meurtrir les alts, c'est clair. Le BTC va prendre cher, ETH prendra cher, les autres AD vont encore prendre plus cher, donc la dominance va sûrement continuer à monter. Quand c'est un bear market et d'incertitude, plus la dominance va monter. Donc si demain on a une récession pendant 6 ou 7 mois, c'est sûr que la dominance peut monter encore très fortement. Donc aller taper les 65, 70. C'est tout à fait possible. Maintenant, moi, je vois dans un scénario, on relance ici, hein, on maintient les monthly. Je me vois plus avec une dominance qui pour l'instant va continuer à monter parce qu'on est toujours dans le range. Et une fois qu'on sera sorti du range, celle-ci va complètement s'écraser. Et c'est violent, hein, vous le voyez. Hein. Mais énormément de temps à monter en termes de dominance et on est extrêmement rapide en quelques mois. Hein. 3-4 mois, c'est là où tout le bull market des alts donc voilà. Mais est-ce que la dominance augmente parce que ETH se viande ou c'est ETH qui subit la dominance? Non, c'est la dominance augmente parce que ETH se viande. Mais c'est même pas ça. C'est effectivement la dominance, il faut plus le voir comme justement question de liquidité. La liquidité sort de tout le marché, sort de ETH, sort de tout pour aller dans le BTC. C'est juste effectivement cette liquidité, elle veut aller dans un endroit solide, elle est sûre d'avoir du volume pour être tradée. Pour l'instant, c'est le BTC parce que c'est l'actif le plus safe des crypto-monnaies. C'est pas juste, on va dire, c'est pas fondamental. C'est pas, il y a un problème avec ETH, du coup, effectivement, la liquidité sur ETH va dans le BTC. Là, c'est beaucoup plus fondamental. Là, c'est pas juste ETH qui a un problème avec la BTC, c'est absolument tout le monde, quoi. C'est tout à fait viable. Si ça ferait mal, hein, ça ferait extrêmement mal au marché. Comme je vous dis, je sais pas si vous avez vu, j'avais posté justement aujourd'hui un truc un peu sur ce truc-là, c'est que au sens où j'appelle les fat tails. Donc j'ai fait un titre un peu à la Twitter quand on va faire des fois sur le marché. Comment ça? Ces fat tails, c'est des événements qui sont extrêmement rares et qui se produisent. Et que ça se produit, c'est là où on a le potentiel de gain les plus forts. Donc on se dit dans un monde où effectivement récession, etc., on va à 70%. Dominance, vous savez que la dominance elle va arrêter de monter. Donc c'est là qu'il va falloir commencer à sauter sur les alts. Et sachant que les alts se sont fait complètement écraser par la dominance, versus le dollar, c'est là que potentiellement les gains les plus forts. Derrière, des actifs, je vous dis pas que c'est ce qui va se passer, mais des actifs qui ont chuté énormément comme ça, rien que le fait de retourner à la moyenne, pas les 13, les 15, forcément c'est des multiples, c'est du x5. Enfin x4, x5. Plus un actif est meurtri, plus son rebond procure, quand vous l'achetez en bas, effectivement, un rendement énorme. Donc, dans un monde où on a une dominance qui arrive à 70%, vous imaginez bien les bargains, les soldes énormes qu'il va y avoir sur les alts. Ou le fait pour moi, il faut avoir une allocation un peu en cash à côté. Dans le scénario où ça se produit, il faut absolument avoir du cash parce que ce sera là où vous serez capable de produire ce qu'on appelle ce que j'appelle moi une fat tail, qui est qu'en fait, c'est là où vraiment vous allez avoir le vrai rendement, un rendement bien plus supérieur, vous pouvez avoir quasi majorité du temps. Mettre une view BTCD, ETHD en weekly, tu as une belle pattern d'AQ qui vient de péter. BTCD, ETHD. Ok, donc effectivement, c'est la dominance. Ouais, c'est ETH qui prend quand même beaucoup plus, qui prend assez cher. BTC qui prend vraiment plus. Il y a le fait mécanisme de la dominance, mais en plus le fait que ETH prend aussi le rétellement assez cher. Donc oui, c'est intéressant, mais si on retourne sur des niveaux de 2019, après extrêmement mal, ce serait un ETH encore à moins 50%. Donc on va éviter de se dire que... Mais quand je vous dis si on y va, ça veut dire qu'il y aura des énormes soldes sur ETH par rapport à BTC. Donc ce sera tout autant intéressant. Et n'hésitez pas à lire ça.
Parce qu'effectivement, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Dans les moments où le marché s'effondrait, etc., on a des occasions d'acheter des trucs extrêmement bas. Et plus vous achetez quelque chose extrêmement bas et qui remonte, plus la perf est énorme. C'est logique. Mais effectivement, pour faire ça, il faut avoir patience d'attendre ces moments-là avec du cash. Et deux, la discipline d'appuyer sur les boutons quand vous l'avez en face de vous. Maintenant, ça ne veut pas dire si demain on fait un moins 30, il faut mettre all-in parce que ça peut que remonter. Ça peut, effectivement, on peut encore faire un moins 30 derrière et en fait c'était plus bas. La fat tail était encore plus bas. Mais ça, c'est aussi le fait de prendre des risques. À la fin, on peut jamais être sûr de 1%. Voilà un peu pour ça. Et ETH à lui tout seul, je veux dire, il n'y a pas longtemps que c'est plus très sexy, hein, ETH. On retourne sur les gros niveaux des 2000, hein, avec notamment les gros niveaux d'accumulation qu'on avait. Donc le gros niveau d'accumulation qu'on a là. Maintenant, si on n'a pas réussi à aller sur le time high, on va retourner sur ces niveaux-là, potentiellement pour accumuler et relancer. Tout à fait viable et c'est normal. C'est juste le marché, c'est juste accumulation. On accélère parce qu'il n'y a plus de vendeurs. On trouve des vendeurs. Est-ce qu'on a acheté? On a assez acheté, on a assez d'acheteurs. Ça permet justement de casser les prix. Si ce n'est pas le cas, il y a une distribution. On retourne en bas, on accumule, on distribue et à un moment ça pète d'un côté. Espérons que ce sera là du côté en haut. Mais effectivement, c'est un peu une pattern logique. Ça fait renvoyer de la résistance, on va retourner au niveau des supports, on réaccumule et c'est reparti, quoi. Donc il n'y a pas grand chose à commenter. Maintenant, si le BTC tient ces niveaux être un peu plus faible et relancer direct, hein. À la fin, la réalité, c'est que ça dépend tout du BTC et le BTC dépend aussi du S&P. Le problème, c'est que le S&P, quand tu as monté, le BTC, lui, est resté flat. Donc, le S&P a intérêt de continuer à la hausse pour avoir un BTC qui continue à descendre. C'est la grande question. Cette question. Je sais pas si vous avez d'autres questions sur d'autres actifs. Cool. C'est clair. Question, n'hésitez pas, c'est bon. Prompt chat GPT, quel prix vois-tu? Net 5 décembre, on a un chiffre. Entre 3000 et 6000, ouais, super. Super. C'est comme, je sais plus, à chaque fois, on avait les analystes du BTC. BTC, l'estimation, c'est 1 million. Niveau le plus bas, on le voit 30 000. Donc ton prix du BTC, on va dire, il est entre 30 000 et 1 million. Ouais, effectivement, là, ton estimation, tu auras du mal à avoir tort, hein. Bon, après, c'est souvent comme ça, les analystes des actions, etc., ils donnent une fourchette. Si la fourchette, si le prix va plus haut, ils changent la fourchette en boucle. Enfin, voilà, c'est vraiment juste pour faire du papier, hein. Donc c'est clair que là. Après, c'est plutôt bullish. Oui, c'est bullish et être complètement. Je veux dire, ça sert à rien d'écrire pour dire des choses comme ça, quoi. On fait un tour. Là, lui, être un des seuls là, avoir une tronche pas trop dégueulasse, dans le sens où on voit une belle accumulation à l'heure actuelle entre la zone des 200 et des 110. Accumulation propre, donc je ne m'étonne pas. Je pense que le spread entre ETH et Sol est assez bullish, dans le sens où on continue de maintenir les prix le plus haut. Voir si on casse. Et à l'heure actuelle, effectivement, Solana en USD a une charte plus belle que Ethereum. Accumule. Après, là, on est de nouveau sur le support, à voir si ça relance. Effectivement, si ça pète, on peut rapidement voir des prix qui vont doubler, quoi. Donc ce sera intéressant à maintenir, mais comme je dis, voilà, c'est une accumulation. Le BTC n'est pas dans la meilleure forme. Peut aussi très bien casser en bas et avoir des prix complètement dérisoires pour des gens, hein. Donc ça, ce sera aussi à voir, quoi. Avax, c'est pareil. Avax, non, c'est plus moche que Solana. On est toujours un peu castré dans cette trend line. Après, effectivement, je regarde en USD. On me reproche souvent de ne pas regarder market cap. On va le faire en market cap. Market cap, ça a un peu plus de gueule. Donc on est venu chercher un niveau qu'on avait marqué, hein. Donc les 6 milliards, on avait un bloc de volume. On en a encore un énorme ici. Ce sera intéressant de voir est-ce qu'on va le chercher. Maintenant voilà, c'est tout juste, hein, pour l'instant. Il y a encore de la place pour venir le chercher. Venir chercher la zone. Venu très rapidement la chercher. Potentiellement, on peut la chercher encore gratter autour des 6-7 milliards. Forcément, les altes prennent cher, hein. Je veux dire, si ETH ne tient pas, c'est clairement pas les autres BTC. Pas crypto, pourrais-tu parler de tes indicateurs dans l'indicateur? Tu parles l'indicateur que je dis avec le signal, achat-vente. En attendant, si tu me réponds, je vais juste regarder. Oui, Atom, c'est pareil, c'est des choses où, un peu comme Avax, il n'y a pas assez Atom Market Cap. Là où Avax a tenu, on va dire, les zones ici, Atom, ça n'a pas été le cas. On retourne sur ces grosses accumulations qu'il avait fait à l'époque en 2020. C'est pas, honnêtement, je vous le dis, hein, c'est pas des actifs que moi je vais acheter en spéculation. Je préfère justement acheter une fois que. Attaque.
vu que les altes, moi je le vois vraiment, pas de discrétion, je fais pas de fondamental, etc. Pour moi, tout est un peu shitcoin, hein, je le dis à chaque fois, les gens le prennent mal. Faut pas le prendre mal, c'est juste que moi, ça ne m'intéresse pas de connaître le fondamental de qu'est-ce qui va marcher, l'intérêt de tel ou tel crypto. Les actifs financiers, je vois juste des simples actifs financiers, BTC, à la limite, valeur refuge un peu comme l'or, ETH un peu, on va dire Internet, pour faire en grosso modo. Les autres, ça ne m'intéresse pas forcément. Ça ne me dérange pas d'acheter le BTC quand il casse ses supports et qu'il arrive sur ses zones d'accumulation, mais ce n'est pas le cas pour les alts, parce que pour moi, je ne le mets pas dans la même catégorie. Donc voilà. Moi, je serais plus, voilà, si je devais, on va dire, je dois pitcher à quelqu'un quand acheter Atom, moi, je le pitcherais que lors du reclaim en monthly de cette zone-là, hein, donc les 2 milliards. À un moment, on reclaim et là on relance. Je ne vois absolument pas pour l'instant d'acheter un coin qui fait ça. Et quand je vous dis, là où pour moi la dominance va monter, il n'y a aucun intérêt que je me mette à investir sur un altcoin lorsque pour moi la dominance va continuer à monter. C'est tout. L'alt peut faire ce qu'il veut. Hein. Peut-être que j'aurais tort et que c'était le bottom. Et c'est ma façon de gérer mon portefeuille. Multiple free cash flow, etc. Ah oui, bien sûr, je peux faire un coup là-dessus. Je me suis lancé là-dedans. Je sais pas si ça plaisait aux gens. Apparemment, j'ai eu de bons retours. Je continuerai à faire des analyses comme ça. Plein de boîtes qui m'ont intéressé que j'analyse comme ça. Un BTCD, tu veux dire ouais, moins 20 les alts, ouais c'est un peu ça. Je peux te montrer ça après, David. Ça marche. Je vais juste finir du côté des analyses. Je sais pas si vous avez d'autres choses. Pareil, vite fait de la Chine. Hein. Comme je vous dis, la Chine, c'est pas cher. Le problème de pas cher, c'est que ça peut toujours être moins cher. Donc les deux actifs que moi je surveille surtout, c'était JD et Baba. C'est des bons actifs, fondamentalement. Maintenant, le pays est que pas terrible au niveau macroéconomique à l'heure actuelle. Ça peut mettre du temps à être repricé. Effectivement, JD et Baba sont pour moi les meilleurs en termes de potentiel à être repricé. Sinon, effectivement, après, si les gens veulent vraiment s'exposer, pas juste à des singles chers, mais plus à un ETF, FXI marche très bien. FXI, c'est un conglomérat des grosses market cap chinoises. On peut le voir, hein. Il tire la gueule, on est même sur les niveaux de 2008. Après, effectivement, le PIB de la Chine a fait x5 depuis, quoi. x5, j'abuse, mais en tout cas, a explosé, quoi. Mais on a des marchés financiers qui sont sanctionnés parce que Jinping, avec ses mesures sur la tech, etc., il a complètement envoyé, on va dire, l'économie chinoise, Startup Nation, etc., sous l'eau. J'avais vu des données où je crois que c'est Drunken Miller, donc un analyste que moi je respecte grandement, pour certains ils doivent le connaître, qui disait que avant il y avait des centaines de milliers de startups en Chine qui venaient de Chine qui étaient vraiment prometteuses. Maintenant à l'heure actuelle, ils ne voient absolument plus rien se lancer en Chine parce que les gens ont trop peur du gouvernement, prise de contrôle du gouvernement. Parce que depuis qu'ils ont, on va dire, enfermé Jack Ma, etc., refroidit complètement l'économie de ce côté-là. Donc, lui, il devenait bearish sur la Chine. Pas particulièrement bullish sur la Chine, je suis juste bullish sur un repricing. Donc, typiquement, rebond pour aller chercher, on va dire, les zones de valeur, mais derrière, c'est pas pour garder en long terme, quoi. Et l'économie, je crois que je l'ai écrit un peu dans ma newsletter, c'était typiquement, donc je sais pas pour ceux si tout le monde ne l'a pas lu, l'a lu ou pas, c'est tout ce qui est les ETF en porte-monnaie, PEA. Pour ceux que ça intéresse, justement, je liste pas mal des ETF où je dis, pour moi, les meilleurs parmi la catégorie. Donc, typiquement, sur les PEA, S&P 500, on en a deux. Le World, on en a plusieurs. ETF, plusieurs. Lesquels sont les meilleurs, etc. Du pourquoi, du comment. Et je dis surtout, si vous voulez acheter un ETF en particulier, la première chose à regarder, typiquement, c'est toujours pareil, les frais, l'asset, liquide ou pas, la politique de distribution des dividendes, s'ils réinvestissent ou ils réinvestissent pas, le pays dans lequel vous investissez et du côté ESG. Il y a des ETF qui sont ESG. Je ne sais pas, S&P 500 ESG. C'est comme le S&P 500, sauf qu'ils ont viré toutes les compagnies pétrolières et d'armement. Mais typiquement, Berkshire Hathaway, vu que c'est une entreprise de Warren Buffett, vu qu'elle possède des actions pétrolières, elle n'est même pas dans le S&P 500. Donc, au lieu d'investir dans ces boîtes-là, le reste de capital qui n'est pas investi dans les pétrolières, ils les mettent sur la tech. Donc en fait, tu te retrouves avec un S&P 500, avec une portion tech encore plus grosse enfin peut-être pas plus grosse que le Nasdaq, mais aussi grosse que le Nasdaq. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, surtout que des fois, souvent, les frais sont un peu plus hauts. Ça pour dire, effectivement, là où une économie où je suis beaucoup plus bullish,
Et les marchés pour l'instant m'ont montré que j'avais raison. Typiquement l'Inde, qui elle a extrêmement bien performé par rapport chez US. On va voir maintenant si le cas sur la suite, quoi. Question de ce côté-là, où passer vite fait un peu. Le pétrole, tu n'es pas obligé d'aller sur les tickets qui sont référencés dans le marché de l'OPEP. C'est-à-dire, je ne comprends pas compte. Je peux mettre ça là. Je sais pas, vous n'allez pas le voir, donc je vais faire autrement. Je suis obligé de changer de fenêtre. Souvent, attendez, peut-être juste avant de montrer ça, juste remonter vite fait le pourquoi du comment, comme ça les gens comprennent. Je fais aussi, et ce que je vais pousser et je vais continuer à faire, typiquement, analyse. Donc je publie des analyses justement sur les boîtes. J'essaye de faire le plus court possible, bien entendu. Justement savoir si la société est intéressante à acheter ou pas. Donc, comment je le fais, les maths derrière, je pourrais vous expliquer plus tard, je ne vais pas faire tout le cours là. J'ai prévu de toute façon de vous expliquer à terme sur les newsletters. C'est pas sorcier, c'est efficace et c'est souvent ce qu'on donne en projection. Un peu les maths derrière quand on a une banque d'investissement, ce qu'on fait aux clients, etc. sur le pourquoi du comment. Effectivement, je montre beaucoup de données, free cash flow, nombre d'actions, etc. Tout ça, je ne le sors pas de mon chapeau. Ça sur Visa, je crois, je l'avais fait sur Adobe. Là, j'avais vu que justement, à la fin, j'avais une attente justement de croissance. Je crois, on avait dit 18% par an annualisé s'ils continuent de faire ce qu'ils font. Adobe un peu moins, parce qu'Adobe est déjà extrêmement évalué. Ce que j'appelle extrêmement évalué, c'est typiquement le multiple de valorisation. Donc, je pourrais rentrer dans les détails justement du newsletter. À la fin, pour moi, justement, espéré sur les 3 prochaines années sur Adobe était limite de 0, quoi. Parce que le titre est déjà extrêmement pricé à la hausse. Et donc, je ne voyais pas une situation où le prix avait encore plus de marge à la hausse. À moins qu'effectivement le marché permette d'être complètement spéculatif et de payer bien plus cher la boîte en termes de multiples. Et voilà, pour tous, entre guillemets, ces maths derrière que j'aime, moi. On a ta question avant. En gros, est-ce que tu peux investir sur un ETF ou tu as du pétrole? Faut que c'est... Non, pas du tout, Wediz. C'est juste, en gros, si tu veux investir sur l'ETF ou tu as du pétrole, est-ce qu'il faut que tu montres du PF? Quand je dis du pétrole, c'est des sociétés pétrolières, donc comme Oxy, etc. En fait, c'est la nouvelle mode maintenant. Donc, bosser en mode d'investissement, c'est ce qu'on pitchait aussi aux clients. Et les clients, il y a des mesures, ce qu'on appelle article 7, article 8 et article 9. Le 7, on s'en fout un peu de l'armement et on va dire tous les fonds normaux, les fonds, donc le S&P fonds qui sont gérés par des gens, ils achètent tout et n'importe quoi, à part effectivement des boîtes qui étaient par rapport avec le sexe, etc. Enfin, il y avait très peu de limites, on va dire. On a tout ce qui est article 8 et article 9. Donc, article 8, il y a une composante ESG. Donc, la façon dont ils vont te le pitcher, on fait un fonds géré ESG sur le S&P 500. On a pris toutes les boîtes du S&P 500. On a viré toute la tech. On a viré, toutes les pétrolières. Donc, typiquement, si je te montre, souvent ESG en titre. Donc, souvent, Amundi, etc., ce sera ce qu'on considère des articles 8. Ah, c'est marqué article 8. Là, vous voyez, normalement, vous allez voir afficher tout. Et là, vous pouvez regarder, il n'y a pas. Alors, si, il y a Oxy dans celui-là. Alors, très marrant. Je pensais qu'il n'y serait pas. Il n'y a pas Exxon, etc. Alors, dans celui-là, c'est marrant. Il y a quel type de ESG? Moi, le dernier que j'avais regardé, c'était des trucs où justement, ils viraient les pétrolières. Et eux, il y en a encore. Donc l'énergie, elle y a encore. Donc, c'est pas toutes les pétrolières, faut croire. C'est même. Je pense pas. Tac. Si on regarde, que typiquement, il y en a encore un peu parce que toute l'énergie n'est pas pétrolière. On peut voir, rapport mensuel. Les grosses boîtes. Si, il y a encore Exxon. D'ailleurs, grosse question. Bonne question. Je ne sais pas pourquoi il y a Exxon. Je sais qu'il y a une grosse partie, du coup. Il semblait que Exxon n'en ferait pas partie, donc tous les pétrolières. Mais en fait, au lieu d'avoir les 500 boîtes, il n'y en a que 313. Et surtout, on le voit, là où l'indice, normalement, on va dire qu'il y a 7% d'Apple, 6% de Microsoft, etc. À l'heure actuelle, il y a 10% d'Apple. Donc, il y a une surpondération des boîtes de type ESG au profit des boîtes non ESG. Ils vont virer toutes les boîtes. Du coup, pour moi, c'était les pétrolières et l'armement. Il faut croire qu'il y en a encore quelques pétrolières. Surpondérer les grosses qui sont beaucoup plus ESG, Apple, Microsoft et Nvidia. Est-ce que vous voyez le problème? Le problème, c'est que là où le S&P 500, on essaye d'être un peu diversifié, même si le S&P 500 de base n'est pas giga diversifié, tu l'es encore moins. Encore moins, tu as une pondération encore plus forte à la tech. Là, on a 33% de tech, quoi. Alors que normalement, sur l'autre, je pense qu'on a autant.
Donc c'est des choix qui sont faits. Et tout ça pourquoi? C'est pour être, voilà, article 8. Promulguer des caractéristiques environnementales, sociétales, cadre d'une stratégie d'investissement, etc. Et ça, vous allez le voir de plus en plus sur les Amundi, etc. Parce que c'est ce qui est poussé du côté de l'Europe. Le 8 et article 9, par contre, c'est vraiment drastique en termes de ESG. Vous ne verrez absolument pas d'Exxon, etc. Est-ce qu'après, il n'y a pas d'ETF article 9 sur les ETF, on va dire sur les grands indices. Ce sont les fonds qui sont créés par des géants. Sélection souvent ultra drastique du côté ESG, donc eux sont potentiellement article 9. Il n'y a pas d'article 9 pour répliquer les indices. Donc voilà, cette question-là. Et pour revenir justement avec tout ce qui est analyse, etc., comment je l'ai fait, donc je ne sors pas tout de mon chapeau. Un travail qui a été fait en amont, qui m'a pris pas mal de temps, et c'est quelque chose, je crois que je vous ai déjà montré pour ceux qui étaient là il y a longtemps. Je l'ai utilisé un peu à l'époque, mais je l'ai remis au goût du jour, et je l'ai assez fortement. Ce sont typiquement un énorme Excel qui est branché à une base de données, pas Bloomberg, mais c'est Capital IQ. C'est SPGI, enfin, c'est une boîte, en fait c'est la boîte du S&P 500 qui est pareil à toutes les datas des marchés financiers, en tout cas américains surtout, qui permet en fait typiquement, je tape n'importe quel nom d'une boîte, et pas, on va regarder, tout de mémoire, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, je sais pas, Visa. Vous avez, tous les graphes ont changé, et on a juste la valorisation, on a les différents types, le free cash flow. Cash flow étant en fait la réalité, le chiffre, parce que les bénéfices d'une boîte sont pas le cash généré, c'est différent. Entre bénéfice et cash, c'est complètement différent. Et le cash est représenté plus par le free cash flow. Pareil, j'expliquerai en détail, je pense dans la prochaine newsletter, tous ces différents choses. Le fait, lui, utilise totalement le free cash flow, il regarde très peu les earnings, beaucoup plus intéressant pour lui de regarder les free cash flow. Et donc, justement, grâce, on va dire, un peu à ce modèle que j'ai construit sur Excel, donc il comporte énormément de données, etc., qui s'actualisent en changeant le nom de la boîte et tout, fait que maintenant, juste en tapant le ticker d'une boîte, et différentes paires d'une boîte. Donc ça me permet justement de construire assez rapidement un peu un état des lieux des sociétés qui vont m'intéresser. On va dire, d'ailleurs, je peux le backer avec de la donnée. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai vu que ça vous a plutôt plu. Donc je continuerai au fil des semaines, etc., de continuer ça. Et justement, je publierai à terme, je vais dire, vous regardez ça pour vous, mais c'est sur YouTube, mais à terme, justement, de montrer les boîtes qui, elles, vont m'intéresser, potentiellement, construire un portefeuille public sur Twitter, etc. Société, j'ai cherché, publier aussi sur Twitter. Et en plus, je ferai le travail derrière sur la newsletter sur pourquoi je la mets en portefeuille ou pourquoi je la mets pas. Donc ça, je pense qu'on le fera un peu en communauté. Et c'est un des projets qui me plaît et j'espère que justement ça vous plaira, quoi. Donc voilà. On met ça. J'espère avoir répondu à ta question. Je re-souhaite là-dessus. Du coup voilà, 1h26 de live. Je sais pas si vous avez des questions, des remarques, etc. Je suis ouvert à vous. Sinon, s'il n'y en a pas, on va autant se quitter. Mais c'est vous qui voyez. Ça a l'air d'être plutôt calme, les gens vont plutôt écouter. Arrivé à Banana Pip arrive toujours au moment où on part. Toujours le retardataire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais couper YouTube et je vais rester un peu avec vous. Si vous avez des questions, etc., on peut discuter de boîtes, etc. Ce sera en exclusivité pour ceux qui ont patienté jusqu'à la fin de mon live. YouTube, merci d'avoir suivi YouTube. N'hésitez pas à les remarques en commentaire, les likes, etc. Ça m'aide à savoir si je vais dans la bonne direction par rapport à ce que ça vous plaît ou pas. Toujours bien d'avoir un avis extérieur, pas juste je fasse mon truc et que je n'ai pas de retour. Donc n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve pour le prochain live la semaine prochaine. À tous.